Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous. Bonsoir. On espère que tout va bien dans vos familles, tout va au mieux, malgré ces heures de guerre en Israël. Ce cours vous est proposé par Midreshet Yehuda Manitou et il a été suite aux événements. Il a été un petit peu modifié. C'est toujours Eliezer Charodotki qui donne le cours. Eliezer, tu devais parler de la guerre de Kippour, mais tu as un petit peu changé le thème pour le relier avec l'actualité. Et donc, on a deux yeux, mais on ne voit pas. Octobre 2023 dans la perspective d'octobre 1973. Donc, relier les événements d'aujourd'hui à ceux d'il y a 50 ans lors de la guerre de Kippour. C'est le programme pour maintenant. On n'aura que 1h15, 1h20. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions à la fin. N'hésitez pas, il y aura un temps. Et le Rav Chouraki, qui donne cours à 19h30 en Israël juste après, a également réadapté son programme parce qu'il donnera un cours sur le mort sur des télim particuliers qui sont en rapport avec la guerre. Bonne soirée à toutes et à tous. Eliezer, c'est à toi. Shalom les amis, Shavua Tov. Euh, Jusqu'à présent, lorsque vous posiez la question à des Israéliens qui avaient déjà, qui étaient conscients de ce qui se passait en 73, en 1973, quel était véritablement l'événement fondateur, l'événement qui a euh, laissé l'empreinte très forte euh, sur leur esprit, euh, sur leur personne, eh bien, une très grande partie de personnes, une majorité peut-être, disaient que c'était la guerre de Yom Kippour. Dans toute l'histoire d'Israël, eh bien, la guerre de Yom Kippour, elle faisait certainement partie des deux, trois premiers é- événements les fondateurs de l'histoire israélienne. Après Tachar, 1948, après peut-être la guerre de 6 jours. Et c'était devenu effectivement quelque part une référence, une ligne de partage des eaux où il y a l'avant, il y a après. Il y a Israël avant 73, avant Kippour 73, et il y a Israël d'après 73. Maintenant, bien entendu, ça a une influence énorme, pas seulement au niveau politique, au niveau géopolitique, mais également au niveau culturel, au niveau idéologique, au niveau des nouveaux courants qui ont été formés immédiatement après cette guerre, que ce soit Gush Emunim d'un côté ou Shalom Arshav de l'autre, que ce soit le début ou la suite du peuplement de Judée-Samarie, en particulier à Samarie, que ce soit un mouvement qui prenait de plus en plus fort, de plus en plus forme avec la paix maintenant, etc., etc., après la paix avec l'Égypte, etc. Bon. Mais je voudrais euh, comparer ça avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et naturellement, au début, on était très souvent porté à des superlatifs et à juste titre, parce que c'est tout à fait clair que Israël, d'après Simchat Torah 2023, ne sera plus jamais le même. Que le point de référence par excellence, la ligne de partage des eaux, eh bien, elle ne va plus passer par 1973, mais elle va passer par 2023, par octobre 2023. Maintenant, pour être mieux équipé au niveau historique, euh, et pas seulement au niveau historique, eh bien, je pense que avant tout, il est toujours bon de faire une comparaison pour voir les similitudes et sur le fond des similitudes, comprendre les différences et ensuite essayer à commencer à tirer des leçons, même si c'est bien entendu c'est prématuré. On est au tout début de la guerre, euh, mais cela dit, je pense que c'est très très important quand même pour être armé au niveau conceptuel, au niveau spirituel, pour faire face à ce qui nous attend
que ce soit durant les combats ou après les combats, ou après la fin des combats. Yofi, top. Alors on y va. Je voudrais commencer par les premiers jours de la guerre de 73, de Kippour 73, euh, qui est déclenché le 6 octobre 73 et dont les premiers jours, deux premiers jours, surtout deux, trois premiers jours, c'est véritablement euh, euh, sont une catastrophe. Les lignes israéliennes au sud, le long du canal de Suez, la ligne de Bar-Lev, avec ses dizaines de fortifications, de maosim, comme on dit, de points forts tout le long du canal, eh bien, ils sont tous pris, tous occupés par les forces égyptiennes. Nos 300 chars font face à 2000 chars égyptiens, sans parler des divisions motorisées, des forces d'artillerie, comment dire, khirnikim, khelraglim, euh, euh, des commandos, etc., de l'infanterie égyptienne. Ils traversent le canal de Suez et occupent une ligne d'une certaine profondeur du côté est, du côté israélien du canal. Des centaines de soldats sont pris en otage, sont faits prisonniers et une contre-attaque qui est entreprise le troisième jour de la guerre, le 8 octobre, eh bien, ça devient une véritable débâcle. C'est véritablement la défaite militaire la plus cuisante de toute l'histoire d'Israël, avec des centaines de chars qui sont détruits. On est pris par surprise par les missiles anti-chars égyptiens, suite à quoi le commandant du district sud, Gorodish, est remplacé par l'ex-commandant en chef Bar-Lev. Et c'est seulement après cela qu'on commence plus ou moins à reprendre position, à reprendre nos forces sur la frontière sud. À la frontière syrienne, au nord, eh bien, c'est presque une catastrophe d'une mesure égale avec les yeux du pays, la base du Hermon, qui est occupée avec des dizaines de soldats qui sont faits prisonniers, avec la ligne de défense qui est aussi percée, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a là-bas 177 chars qui font face à 1400 chars syriens, avec en plus 5 divisions d'infanterie, des centaines, des milliers de canons d'artillerie, etc., etc. Mais les Syriens sont arrêtés à quelques kilomètres des pentes qui descendent du Golan vers le Kinneret, vers le lac de Tibériade. Et, euh, et le deuxième jour, déjà, commence la contre-attaque euh, euh, des forces israéliennes. Maintenant, la guerre, il faut le savoir, elle va être achevée 19 jours plus tard avec nos forces qui se trouvent à 40 km de Damas, au nord, et à 101 km du Caire, au sud. Euh, Malgré cela, cette guerre est perçue comme comme on dit, comme un merdal, comme comment dire, une omission, une erreur, quelque chose de très grave. Et cela sur plusieurs points. Le premier dont j'ai déjà parlé, c'est qu'on a été pris par surprise. On a été attaqué par surprise relative, je vais le préciser plus tard, pas par surprise totale, mais surprise relative, euh, euh, du fait des pertes. Il y a eu au bout de la guerre, c'est-à-dire le
le 25 octobre, on comptait 2300 morts. En mai 74, lorsque les accords de séparation des forces vont être signés, on comptera déjà 2700 morts. Il y aura près de 300 soldats qui sont faits prisonniers et qui vont nous être rendus des mois plus tard. Et troisième raison pour laquelle cette guerre est perçue euh, comme un merdal, je dis, c'est à cause de ce qui est appelé la conceptia. Qu'est-ce que c'est la conceptia? C'est une vision des, des, des renseignements, du chef de renseignement, le général Zahira, qui a dit que les Égyptiens et les Syriens n'étaient pas en état d'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il manquait de couverture aérienne qui ne leur permettait pas de vaincre Israël. C'est-à-dire que même s'ils étaient armés et hyper armés et équipés par les soviétiques, et même s'ils étaient formés par les soviétiques, et même s'ils avaient des milliers de chars et des centaines d'avions et de pièces d'artillerie, etc., 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 ils n'avaient pas de couverture aérienne, de couverture ou de missiles antiaériens qui leur permettaient d'arriver jusqu'à Beersheba, jusqu'au point fortement habité d'Israël, d'où la conclusion qu'ils n'étaient pas, ils n'allaient pas attaquer. Ça, c'était pour 73, c'est-à-dire on avait des yeux, mais on pourrait dire qu'en partie, on voyait les manœuvres égyptiennes, on recevait les informations de nos espions, à commencer par Ashraf Marwan. On recevait les informations du roi Hussein qui a dit à Golda Meir que les Égyptiens et Syriens étaient prêts à une attaque. On voyait les concentrations de forces, mais notre analyse disait que bon, ils n'étaient pas attaqués, c'est-à-dire on avait des yeux, mais on voyait très en partie, on ne voyait pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé si on compare cela à 2023, le 7 octobre 2023, exactement 50 ans après le deuxième jour, peut-être le jour le plus difficile de la guerre de Kippour? Eh bien, on le sait, plus de 20 Yishuvim sont attaqués par les Mechablim islamo-nazis du Hamas. Le plus grand, si on doit mettre le zoom sur un endroit, eh bien, le plus grand attentat terroriste est commis à Re'im, dans la rave party qui était là-bas avec plus de 260 morts, 8 bases de Tzal, 8 bases militaires sont occupées et sont détruites. Le Hamal, le commandement de ces bases sont détruits par les terroristes du Hamas. Depuis 1948, on n'avait pas connu un cas de figure où des Yishuvim tombaient aux mains des forces ennemies, où des bases entières étaient occupées par des terroristes. Si on compare à 73, eh bien, 73 qui est tombé, c'est la ligne de Bar-Lev. Ceux qui étaient, c'était pas des bases, même pas des bases qui étaient occupées, c'était des bastions, c'était des points forts, c'était des bunkers de l'armée qui étaient occupés avec un peu moins de 300 prisonniers, qui étaient des soldats.
Là, dans notre cas, ceux qui étaient détruits et massacrés, c'était des civils. Ceux qui étaient pris en otage, c'était des civils. Ce n'étaient pas des soldats. Il y a une semaine, 8 jours, ça se passait à 5 minutes en voiture des villes. Ce n'était pas à des heures de route comme au canal de Suez ou comme sur le Hermon dans le nord du pays. Maintenant, si on doit comparer la vision, la conception de ce qu'on savait et de ce qu'on ne savait pas, si on doit comparer l'analyse des faits qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas entre 73 et 23, eh bien, on peut dire la chose suivante. C'est qu'en 73, on disposait de tous les éléments. On savait combien il y avait d'unités d'artillerie, de blindés, etc., des deux côtés. On savait qui étaient formés, etc. Où ils étaient, on savait où se trouvaient les concentrations, etc. On s'est trompé au sujet d'une chose. On s'est trompé au sujet des intentions de l'ennemi. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris que le but de l'ennemi n'était pas de nous vaincre. Le but de l'ennemi, c'était de donner une preuve qu'Israël n'était pas invincible, qu'Israël pouvait être vaincu, ne serait-ce que dans une bataille. Et de cette manière, retaper un peu l'honneur des forces arabes qui étaient plus que malmenées par Tzahal. C'était de cette manière que le chef de commandant des forces armées égyptiennes et Anwar el-Sadat, le président égyptien, ont défini le but de la guerre. Traverser le canal de Suez, occuper la ligne de Bar-Lev et s'arrêter quelques kilomètres après. C'est tout. C'est où? Ils ne voulaient pas aller à Jérusalem, ils ne voulaient pas aller à Tel Aviv. Et lorsque, contre l'avis de Shirazli, le commandant général des armées égyptiennes, ils se sont aventurés quelques kilomètres au-delà de la surface où ils bénéficiaient d'une couverture anti-aérienne, eh bien, ils s'en sont pris plein la tête. Plein la tête, il était contre ça. Tout ça pour dire que leur but était très simple. Prouver qu'on pouvait infliger à Tzahal une victoire, une défaite, ne serait-ce que partielle et pas totale. C'était le but. Et c'était ce qui manquait au service de renseignement israélien, c'est ceux qu'ils ne voyaient pas et c'est ceux qu'ils ont compris seulement à la veille véritablement de l'attaque, lorsque les conseillers soviétiques avec leur famille ont pris l'avion pour retourner à Moscou, etc. Seulement à ce moment-là, il dit, bon, allez, on va quand même se mobiliser un peu. Il faut dire encore une chose. Je vais y venir un peu plus tard, mais c'est aussi une chose qui n'est pas très souvent dite, c'est-à-dire il y avait nos alliés dans cette guerre, ce n'était plus la France, c'était les États-Unis. Et Kissinger et Gerald Ford, ils étaient sur la lancée de la détente. Il y avait avec la Chine et surtout avec l'Union soviétique. Donc la dernière chose qu'ils voulaient, c'était qu'une escarmouche, c'était une guerre c'était une guerre régionale au Moyen-Orient, qui encore une fois mettrait les États-Unis face à l'Union soviétique. Et c'est pour cela que Kissinger a exigé très, très, très fermement de Golda Meir d'initier aucune action préventive, contrairement à la guerre des 6 jours, aucune action préventive contre les Égyptiens et contre les Syriens. Celui qui le raconte très bien, c'est Yitzhak Rabin dans son livre en 2 volumes, Pinkas Sherut. Il était à l'époque
ambassadeur d'Israël à Washington, il était présent à toutes ces rencontres entre Golda Meir, Kissinger et Gerald Ford, et il raconte comment les Américains ont exigé très fermement de Golda Meir, vous ne serez pas les premiers à tirer. Donc, ce n'est pas seulement un problème de conception, de mauvaise analyse, de fausse analyse de la part de Zéhir, c'est aussi une exigence de ceux qui nous, de ceux qui nous fournissaient déjà les fantômes, les F4, les munitions, etc., etc. Maintenant, en 1923, c'est une toute autre paire de manches. C'est une chose que ce que je vais dire, c'est pas une chose que je ne l'ai pas lu dans Ynet, je ne l'ai pas lu dans Arutz 11, 12, 13, 14. C'est dans des informations qui n'ont pas été elles sont ouvertes, tout est absolument ouvert, qui ont été données par des personnes comme Yitzhak Brik, le général Yitzhak Brik, qui était le chef de contrôleur de Tzal, par le journaliste et l'ex-officier très haut gradé de la police, Avi Weiss, qui parle de ce qui se passait au niveau des renseignements et de la conception autour de Gaza jusqu'à il y a 8 jours, jusqu'au 6 octobre 2023. Tout d'abord, il faut dire que celui qui était responsable, l'essentiel de responsabilité sur les renseignements quant à la bande de Gaza, c'est pas tant le renseignement de l'armée, mais c'est le Shabak, le Sherut HaBitachon HaKlali. Et on se pose la question. On sait que le 4 octobre de cette année, ça a été publié aussi par Tzvi Yechezkel et par d'autres sources, il y a eu des manœuvres à grande échelle nature, du Hamas qui répétait, qui était une véritable répétition de l'opération qu'ils ont entreprise à Simchat Torah. Avec des centaines de terroristes qui ont pris part, avec même une caméra qui a été détruite, une caméra israélienne, et ils n'ont pas seulement mené ces manœuvres, ces exercices, mais ils les ont publiés. C'était sur les réseaux. C'était sur les réseaux. Et nous, on n'en a pas entendu parler. Ce n'est pas que nous, ici, quand on est dans notre salon, on n'a pas entendu parler. Le Shabbat, on n'a pas entendu parler. Pourquoi? Pour la simple raison que le système, le programme de collecte des informations sur les réseaux arabes, c'est-à-dire il y a des collectes d'informations qui sont, qui sont par satellite ou qui sont par nos soldats qui observent, etc. Il y a ceux qui sont par écoute. Et puis, il y a une information qui est absolument ouverte, des renseignements qui sont absolument ouverts, qui sont sur la toile, qui sont sur les réseaux, le Facebook, les Instagram en arabe, ce qu'ils disent, ce qu'ils échangent entre eux. Eh bien, ce programme ne fonctionnait pas. Ce programme n'était pas en fonction. C'était quelque chose, quand j'entends ça de Avi Weiss, quand j'entends ça de personnes qui ont vérifié ça, j'en crois pas mes oreilles, mais ce programme ne fonctionnait pas. Le système d'interception des drones ennemis, drones qui ont neutralisé notre système, comme on dit, de Roé Yoré, je vois, je tire. Ce système n'était pas mis en place tout le long de notre frontière avec
la bande de Gaza. Euh, au niveau, tout cela, c'est uniquement au niveau technique. Ce qui explique les forces en très petite présence qui étaient là dans les bases autour de la bande de Gaza, ce qui explique les, comment dire, l'estimation que ce soit du Malal, de Moed Habitachon, de notre Conseil de sécurité nationale, avec Tsachi Hanegbi, qui a entre-temps reconnu son erreur, de nos services militaires, Gallant et autres, qui disaient que qu'il n'y a pratiquement pas de chance d'escalade vis-à-vis de Gaza. Pourquoi? Parce que ils sont intéressés par une croissance économique. Il y a 20 000 ouvriers arabes de Gaza qui travaillent dans les centres industriels et qui travaillent autour de la bande de Gaza. Ils reçoivent des millions de dollars du Qatar, etc., etc. Ils sont fournis en électricité, en gaz, en essence, en eau d'Israël, etc. Ils n'ont aucun, même on mène des négociations de derrière les coulisses avec le Hamas pour neutraliser ensemble le djihad islamique, c'est-à-dire le Hamas commence à être perçu comme un acteur rationnel, comme un acteur presque à l'occidental. Et là, la principale raison de la débâcle au niveau de la conception, au niveau de la perception des choses, il faut la chercher dans l'état d'esprit et dans l'atmosphère qui règne. Et là, je voudrais revenir encore une fois à la comparaison entre 23 et 73. Et donc là, on sort de l'aspect purement militaire, stratégique, politique, et on rentre dans l'aspect plus social, culturel, qui touche à l'état d'esprit. Veille de la guerre de 73, qu'est-ce qui se passe? C'est la campagne électorale, les élections qui doivent avoir lieu fin octobre, avec pour slogan le parti hégémonique au pouvoir, le parti travailliste, avec Golda Meir à sa tête. Quel est son slogan? Voilà, vous pouvez le voir. Tav Barlev, Tav Barlev, la ligne de Barlev, qui dit sur le bord du canal de Suez règne le calme, le désert du Sinaï, la bande de Gaza, la Judée-Samarie au Golan, nos lignes sont assurées, les ponts sont ouverts, Jérusalem est unifiée. Les Yishuvim, des dizaines de Yishuvim sont bâtis en Judée, à Gaza, dans le Sinaï. Ils sont établis, etc., etc. Effectivement, ils ont raison. Pourquoi? Parce que la guerre d'épuisement, Milchemet Atasha, ça fait longtemps qu'elle est terminée. Elle est terminée depuis l'été 70, une guerre que Nasser, Gamal Abdel Nasser a entamée immédiatement après sa défaite cuisante de la guerre de 6 jours. Et une guerre qui consistait à pilonner sans cesse les positions israéliennes du côté est du canal de Suez, qui a fait beaucoup de morts, qui était une guerre de position. Il n'y avait pas véritablement de mouvement de force, mais qui s'est achevée en été 1970. Et depuis, effectivement, il n'y avait plus tellement de danger. Les frontières, elles se trouvaient très, très, très loin des centres d'habitation. Alors certes, l'Union soviétique, elle continue à former et armer les armées arabes, mais sale effort, et pour preuve à peine quelques semaines avant le début de la guerre, le 13 septembre 1973, dans un combat aérien à la frontière syrienne, eh bien, nos avions abattent 13 MiG syriens.
c'est du 13-0. 13-0, regardez, quand ils essayent d'entreprendre quelque chose, comment dire, quelle défaite cuisante ils se prennent. Les USA nous aident, nous fournissent leurs fantômes, nous fournissent leurs chars, leurs armes, etc., etc. On s'occupe des problèmes d'inflation, certes, il y a beaucoup d'inflation, mais c'est des problèmes qui sont des problèmes généraux, pas quelque chose de spécifique à Israël. Maintenant, ce qui attire toute l'attention, même quelques jours, quelques semaines avant, avant le début de la guerre, c'est la lutte pour les Juifs soviétiques. C'est la lutte pour les Juifs soviétiques. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah 73, les terroristes de l'OLP kidnappent 4 Olim Hadashim qui sont en route pour Vienne, pour l'Autriche, de Tchécoslovaquie en Autriche. Ils les kidnappent dans le train et ils exigent du gouvernement autrichien de cesser de servir de point de passage pour les Juifs soviétiques en route en Israël. Réponse du chancelier Kreisky, juif, chancelier autrichien. Réponse, il capitule illico presto. Ça lui prend quelques heures de dire aucun problème, on ferme le château de Schönau où les Juifs transitaient en route vers Israël et et puis, bien entendu, les terroristes prennent la route de Tripoli. En Israël, c'est un scandale. Golda Meir s'envole pour Vienne. Elle rencontre là-bas Kreisky. De retour après sa rencontre qui est un fiasco, elle ne reçoit rien, etc. Elle dit, il m'a même pas offert, Kreisky ne m'a même pas offert un verre d'eau. Et, 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 et en Israël, eh bien, on est tout feu et flamme pour la lutte, et à juste titre, les rabbinim même disent, il faut à Yom Kippour jeûner 1 heure de plus pour nos frères d'Union soviétique. C'est à cela, c'est sur ce problème que tous les yeux sont tournés. C'est pas un problème de petite envergure. Pourquoi? Parce que encore une fois, c'est Yitzhak Rabin qui le raconte dans ses mémoires. Quand Golda Meir en printemps, je crois en mars 73, lorsqu'il vient en visite aux États-Unis, elle rencontre Kissinger, etc. Alors, qu'est-ce que lui demande Kissinger et Ford? Faites pression sur le Sénat et le Congrès américain pour qu'ils renoncent à l'amendement Jackson-Vanik, le fameux amendement qui a presque ouvert les portes de l'Union soviétique à l'Aliyah, à l'immigration des Juifs, parce que c'est un amendement qui disait si vous voulez l'Union soviétique bénéficier et acheter du blé américain à bon prix, eh bien, ce sera désormais sous condition que vous ouvriez la porte aux Juifs soviétiques. Alors, Kissinger, qui voulait encore une fois, il était en plein détente avec les Russes, etc. Il disait, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas, etc. Cessez votre combat pour les Juifs soviétiques. Cessez votre combat, laissez-moi mener la chose à bien, je vais, etc. etc. Bon. Même rendez-vous où Kissinger a aussi demandé à Golda Meir de ne pas attaquer, de ne pas entreprendre d'attaques préventives contre les Égyptiens. C'est-à-dire que l'atmosphère, c'était une atmosphère qui était d'un côté tournée vers d'autres priorités, une atmosphère au niveau sécuritaire de calme relatif, et on pensait que l'essentiel de la lutte que devait mener l'État d'Israël, c'était une lutte contre les terroristes. Au niveau militaire, on était les Arabes, les armées arabes ne pouvaient pas nous faire face. Maintenant, en 2023, bon,
je compare maintenant tout ça à 2023, eh bien, le niveau de vie, on le sait, on s'occupe de tout sauf de la menace de Gaza. On a nos disputes à Dizengoff, à Kafot Shniyot, Simchat Torah, Yom Kippour, la réforme judiciaire, la paix avec, ou l'accord avec l'Arabie saoudite, les vacances de Benjamin Netanyahu à Neve Ativ, oui ou non. C'est-à-dire, la presse couvre tout sauf ce qui importe vraiment. Elle établit, il faut savoir que dans la, on pense très souvent que la presse nous oriente, penser à droite ou à gauche, mais au niveau véritable, si la presse n'a presque aucune influence sur mes modes de pensée, sur mes partis pris au niveau droite-gauche, au niveau religieux ou laïque, etc. Non. Mais où est-ce que son influence est la plus grande? C'est, elle définit l'ordre du jour. Et là, l'ordre du jour qui a été établi par la presse israélienne était complètement, alors complètement déconnecté de la réalité, des menaces véritables, c'est-à-dire les journalistes israéliens ne posaient pratiquement aucune question difficile, véritable quant à notre sécurité, quant à nos frontières, quant à l'état de nos forces d'intervention rapide, les quitotes qu'on est nôtres, etc., 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 tout ce qui a été, tout ce qui maintenant fait la une de tous les, etc. C'est-à-dire, encore une fois, et à la différence de 73, en 2023, ce n'était pas seulement qu'on faisait une fausse analyse de l'état des lieux, mais on n'avait aucune vision de l'état des lieux de l'autre côté de la frontière à Gaza. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'on ne voyait pas, on n'avait aucune base véritablement de données de base pour faire une analyse. Et de là, on peut dire, ce n'est pas seulement qu'on ne voyait pas, on ne voulait pas voir. Et là, je voudrais passer à une autre partie qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas voir? Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas voir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière? Eh bien, pour la même raison pour laquelle, ça fait des années déjà, plus de 6 ans, qu'on ne veut pas entendre ce que dit le général Yitzhak, ou des personnes, pas seulement lui, mais surtout lui. Il le dit de la manière la plus percutante. Le général Yitzhak Brick quant à l'état de l'armée. Et ça, bon, je ne sais pas si ça a été traduit en français, mais en hébreu, vous avez des heures et des heures entières de ces conférences qui sont transmises. Il est invité dans différents Arutsim, Arutz Tov, le site Meida, dans d'autres programmes, naturellement, sauf Makor Rishon, sauf dans dans les chaînes, comment dire, mainstream israélienne. Et là, il disait, pourquoi on se préparait pas à la guerre? Pourquoi on ne voyait pas la guerre arriver? Pourquoi on ne cherchait pas la préparation à la guerre de l'autre côté de la frontière? La raison, elle est très simple. C'est que les généraux étaient persuadés que les grandes guerres étaient terminées. Je l'ai entendu et je me suis rappelé, ouais, c'est vrai. Même Boughi Ayalon, dans son livre, d'ailleurs, à l'époque, il a écrit qu'on était vraiment une personne de droite. Il dit, ben voilà les amis, depuis 73, les guerres sont terminées. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Effectivement, les guerres, etc., il n'y a pas eu de grandes guerres. Ça ne veut pas dire qu'elles sont terminées. Ça veut dire qu'elles sont terminées. Là, j'ai plein de guerres, de livres sur la guerre tout à coup. Moi aussi, j'ai compris le asimon, comme on dit, le jeton, il est tombé. C'est la vision des généraux, des chefs de commandement général, etc. Et les grandes guerres, ce n'est plus ça. Non, maintenant, c'est uniquement des opérations à droite, des opérations à gauche contre les terroristes par-ci, par-là, mais ce n'est pas des opérations de grande envergure. Ça, c'est une affaire de passé. Et donc, conclusion, naturellement, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'une grande armée. On a besoin d'un Tsava Katan Vechacham. C'est qui l'a dit? C'est Barak. Tsava Katan, petit
et intelligent. Mais le problème, il est tellement intelligent qu'à force de le rendre plus katan, plus petit, eh bien, on n'a pas le temps de former à toutes les innovations qui sont là, tous les soldats qui arrivent. Et c'est pour ça que, comment dire, le Sadak, Seder Kochot, les unités se rétrécissent. Et par exemple, lui, il dit à la frontière libanaise, alors que la commission Vinograd, d'après la Seconde Guerre du Liban, a donné ses conclusions et elle a dit comme ça, par exemple, le long de la frontière doivent patrouiller pas moins de 3 jeeps, pas l'un après l'autre, mais l'un à côté de l'autre, avec un troisième derrière pour les couvrir, etc., etc. Maintenant, quelle est la réalité aujourd'hui? Un jeep. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de force. Maintenant, ce jeep, il est dans quel état? Pas le meilleur du monde. Pourquoi? Parce que des spécialistes de l'armée qui n'ont, les nagadim, je ne sais pas comment on dit nagadim en français, mais qui ne sont pas des officiers, ont été licenciés. Pourquoi? Parce qu'on veut un tsava katan vechacham, et il n'y a plus personne pour prendre soin de ces hammerim et de ces jeepim, etc., etc. Et l'essentiel, c'est de présenter une image de force et une image de préparation où on sait et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui est très opérationnel dans Tzahal? C'est les forces aériennes, et puis c'est les unités d'élite. Alors là, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'eux pour traiter de problèmes comme Gaza, qu'il faut bombarder de temps en temps, et des terroristes en Judée-Samarie. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'une grande armée. Naturellement, quand Lieberman, quand il est quand il est ministre de Sécurité, il commande ce rapport à Yitzhak Brik, qui était le contrôleur, c'est-à-dire qui a visité toutes les bases israéliennes, a interviewé là-bas tous les commandements, etc., etc., et a véritablement préparé ce rapport. Il l'a présenté à la commission des affaires étrangères et de la défense. Et le chef d'état-major de l'époque, Eisenkot, dit non, tu n'es pas la bonne personne à présenter ce rapport. Il refuse de le voir, il refuse de le recevoir, etc., etc. Et il met tout en œuvre pour lutter, pas pour appliquer les conclusions de ce rapport, mais pour le refuter. Maintenant, il y a énormément de choses qu'on peut dire encore, mais je voudrais citer un point que relève Yitzhak Brik. Alors qu'il visite une base au nord du pays, après avoir posé toutes les questions qu'il faut poser, eh bien, il rassemble tous les soldats qui sont là-bas. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont une douzaine. Et des forces combattantes. Et il leur dit, je voudrais vous poser quelques questions. Dites-moi, est-ce que vous savez quels sont les pays frontaliers d'Israël? Quels sont les pays qui entourent Israël? Combien savent répondre à cette question? FS. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, s'il vous plaît, Israël sur la carte du monde? Combien savent l'indiquer? FS. Est-ce que vous savez mentionner des guerres d'Israël? FS. Est-ce que vous connaissez Ben Gurion? Est-ce que le nom David Ben Gurion vous dit quelque chose? Il y en a qui lève la main. Et il donne la même réponse qu'un ami à moi a entendu dans une colo d'été parmi des petits jeunes en France, à Angoulême. Il y avait un camp là-bas, mais là, c'était des petits enfants. Alors la fille là-bas, une fille qui a répondu, ah ouais, c'est l'aéroport. Alors la fille là-bas, elle peut répondre ça. Mais que des soldats israéliens, des forces combattantes disent que Ben Gurion, c'est l'aéroport, elle dit, vous connaissez Yitzhak Rabin?
Et donc, il dit, ah ouais, c'est celui qui a été tué. Au-delà, rien, rien, rien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et quelle est la différence? C'est que la conceptia, aujourd'hui, ce n'est pas une conceptia qui date d'un an ou 2 ans, de 3 ans, comme en 73. Ce n'est pas une conceptia qui s'est emparée d'une partie des renseignements de l'armée seulement, alors que le pays, il est encore prêt à la guerre. Tout à fait, tous, pas seulement les soldats et les officiers, etc., tous. C'est une conceptia qui s'est emparée du système de l'éducation. C'est une conceptia qui s'est emparée du système judiciaire. Parce que là, on le disait entre nous, mais quand c'est Brick qui le dit, que les soldats, aujourd'hui, avec les règlements draconniers d'ouverture de feu sur les terroristes, ils ont plus peur de la, comment dire, du système judiciaire israélien que du terroriste arabe. Ils préfèrent risquer de se prendre une balle que d'être broyés par la machine judiciaire de la Praklitout. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le général Yitzhak Brick qui le dit. Okay? Donc, on voit que, sans parler maintenant, je ne sais pas si vous avez lu que dans tous les endroits, non, je ne vais pas le dire. Allez, je ne vais pas le dire. Maintenant, tout cela, on voit que c'est tout un pays, tout un système, pas un pays, mais tout un système, tout un, comment dire, une structure, toute une fissa, une conception qui s'est emparée du pays, qui font de la guerre quelque chose qui fait partie de l'histoire et qui font de la préparation à la guerre quelque chose de caduc dans le meilleur des cas et de dangereux et fasciste dans le pire des cas. Et c'est ainsi que des commandants comme Ofer Winter, qui d'ailleurs Yitzhak Brick, si vous lui demandez quel est le commandant qui doit servir de modèle au Tzal, qui doit être tel qu'il doit être refait, eh bien c'est Ofer Winter. Pourquoi? Parce que autrement, vous ne pouvez pas attendre d'enfants qui ne savent même pas se mettre, qui ne savent rien de leur histoire. Mais comment est-ce qu'on peut leur demander de risquer ne serait-ce que le petit doigt de leur main pour un pays dont ils ne connaissent rien de l'histoire, qu'ils ne savent même pas détecter sur une carte, si au niveau identitaire, ils sont à niveau zéro. Au niveau juif et sioniste, ils sont à niveau zéro. Grâce à notre presse, grâce à notre système d'éducation, grâce à l'atmosphère de bien-être et d'aisance et d'argent qui nous poursuit. Et c'est là, je voudrais terminer cette partie, que véritablement la plus grande catastrophe de la guerre de Kippour, ce n'est pas ce qui s'est passé à la guerre de Kippour, contrairement à ce qu'on dit. Mais, alors c'est quoi? C'est la conclusion qu'on en a tirée. Parce que la conclusion qu'on a tirée de la guerre de Kippour, c'est la paix à tout prix. Amnon Lord l'écrit dans son livre, un autre livre, fait pas lire, qu'il y a 2 conclusions ont été tirées de la guerre de Kippour. La première, c'est le merdal, la carence, l'omission très grave
par les renseignements militaires. On en a parlé. Mais la deuxième raison qui a été donnée, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment investi dans la recherche d'une solution diplomatique. Alors que vous avez toute preuve en main que Kissinger a essayé, Yaring a essayé, Johnson a essayé, et ils ont tous eu la même réponse de Nasser et ensuite de, comment il s'appelle, de Anwar el-Sadat. Aucune paix avant qu'Israël ne se retire, pas seulement du Sinaï, mais aussi de Judée et Samarie. Et sans paix, peut-être un accord de non-agression mutuelle, Zéakol. Mais la conclusion de 73, qui va être ensuite ressassée, poussée et propagée à tous les niveaux, c'est que, chers amis, on ne peut plus faire confiance à nos généraux, on ne peut plus faire confiance à nos premiers ministres, on ne peut faire confiance qu'à la paix. Iftartem Shalom, Ale Shel Zayit. Et toutes ces chansons, après 73, vous avez promis la paix, vous avez promis l'olivier, voilà ce que vous avez donné. Et ces deux, comment dire, ces deux éléments, en fait, ils sont complémentaires. Parce que lorsque tu parles de carence, lorsque tu parles de merdal, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes seulement les 2 premiers jours de la guerre, qui étaient catastrophiques, où véritablement on était pris à l'improviste. Et sur la base de ces 2 jours, tu dénigres tous les généraux, Golda Meir, tout le monde. Mais attends. 19 jours après, comment s'est terminée la guerre? Vous avez oublié comment la guerre s'est terminée? La guerre de Yom Kippour, c'était la victoire la plus illustre de l'armée d'Israël. Plus que 6 jours, plus qu'indépendance. Ah, ça, tu ne regardes pas. Tu regardes que les 2 premiers jours. Parce que tu as besoin de discréditer les généraux et Golda Meir pour pouvoir promouvoir ton agenda de paix à tout prix. Qu'il n'y aura plus de guerre. Ton agenda pacifiste. Et ça, c'est la plus grande catastrophe de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'est une délivrance et c'est la plus grande catastrophe. La catastrophe pour laquelle on n'a pas payé le prix en 80, ni en 90. On a payé le grand prix en 2023, qui est la catastrophe la plus grande du peuple juif dans les 78 dernières années. Il n'y a rien de pareil dans l'histoire israélienne. La seule chose qui est semblable, il faut chercher du côté de la Shoah. Et c'est ce qui a permis Oslo, c'est ce qui a permis la sortie, la débâcle du Liban, c'est ce qui a permis l'expulsion des plus de 20 communautés juives de Gaza. C'est ce qui était, c'était les yeux qu'on fermait, on avait des yeux et on ne voyait pas. Et maintenant, Baruch Hashem, on commence à ouvrir les yeux. Parce que la profondeur du mal, eh bien, elle réveille toute la profondeur du bien. On le voit en Israël. La profondeur le degré, l'ampleur de la haine éveille une ampleur sans pareille d'amour. D'amour avec des juifs qui savent très bien, qui tout d'un coup, on a tous remis les pendules à l'heure. Tout d'un coup, on comprend tout ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. La haine d'Israël, une haine véritablement islamo-nazie sans pareil. Depuis Hitler, sans pareil, a réveillé un amour sans pareil du peuple d'Israël en Israël. Je ne veux pas parler du monde.
On n'a pas le temps et je fais pas confiance à tous ces dapos d'Israël sur Brandenburg et Champs-Élysées, et Tour Eiffel, et je sais pas, Place Centrale à Toulouse et New York, et Times Square, Schmeiß Square. Non, 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 ça va pas durer. On est en contact avec des profs, avec des écoles. On sait déjà, comme les enfants ont peur de se rendre à l'école publique, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs. On laisse de côté. Je parle de l'amour d'Israël qui s'est réveillé en Israël. On a été piétiné dans notre jour de sainteté. Eh bien, ça a réveillé la sainteté qui est en nous. La volonté d'effacer notre identité nous a ramené, nous a rappelé à notre identité, à notre esprit, que ce soit gauche-droite, religieux religieux ou laïque. Et on le sait tous, tous les exemples invraisemblables de bravoure, tous les exemples invraisemblables de don de soi, de gens de gauche pour des gens de droite, de religieux pour des kibbutznikim, à droite, peu importe, des actes de bravoure invraisemblables, d'entraide, d'initiative, de mobilisation d'avions entiers qui ont été affrétés juste pour faire rentrer nos soldats. Je ne sais pas, mon frère, mon cousin qui est rentré de Suisse alors qu'il a qui vient de devenir papa, etc. Et ouais, dans l'avion, prendre avion de Paris avec 4 avions, 5 avions par jour, plein, des avions grands, pas des 737, mais des 787, plein de soldats qui rentraient de partout, de France, je sais pas, de Canada, de Suisse, etc., avec des stewardesses, des hôtesses de l'air qui pleuraient, qui leur offraient, pleuraient d'émotion, etc. Quelque chose d'invraisemblable. Maintenant, je pense que c'est quelque chose d'inestimable qui doit nous servir de remplir nos réservoirs d'amour, nos réservoirs de foi, nos réservoirs de confiance en soi, avant tout nos réservoirs identitaires, et qui doivent nous aider à remettre à l'heure les pendules à tous les niveaux. Nous sommes au Moyen-Orient. La seule légitimation à notre présence au Moyen-Orient, ce n'est pas être un État de tous ses citoyens, c'est être un État juif conscient de l'aspect miraculeux et unique de son retour, un peuple qui vit à part, Am Levadad Yishkon. Nous ne sommes pas ici en tant que 25e canton helvétique ou 51e État des États-Unis. Nous ne vivons pas ici d'après la logique de l'économie ou de l'argent, mais d'après la logique du Kodesh, d'après la logique de la justice, de la légitimité. Et si cette justice, si cette légitimité nous fait défaut, ici on n'éduque pas dans nos systèmes éducatifs, à savoir notre histoire. Si on ne remet pas maintenant dans le système d'éducation, histoire, Chamesh Yechidot, Moreshet patrimoine national, Chamesh Yechidot, Torah, Chamesh Yechidot, avant la mathématique, avant la physique, avant la biologie. Si on ne comprend pas maintenant que on doit reprendre du poil de la bête, on doit réarmer partout dans toutes les communautés nos kitot konenut, parce qu'à l'armée, dans l'état dans lequel elle se trouve et au niveau de l'occupation où elle est maintenant à Gaza et aussi à la aux frontières nord, eh bien, durant les premières heures, tu peux compter uniquement sur ta kitat konenut. Comme on dit kitat konenut, ta force d'intervention rapide, je sais pas, les forces de défense de tes yeshuvim, des quartiers, des communautés, des synagogues, etc.
et surtout, redonner place à Kadosh Baruch Hu dans notre histoire. Parler du sens de notre présence ici. Parler de la émouna de notre présence d'ici, de l'aspect miraculeux et unique de notre retour sur notre terre. Parce que moins que ça, on n'aura pas suffisamment de force. Pour surmonter les épreuves qui nous ont déjà atteintes et qui sont devant nous, on doit puiser dans nos ressources les plus profondes. Et c'est ainsi qu'on pourra ouvrir les yeux, et c'est ainsi qu'on pourra voir, c'est ainsi qu'on pourra sortir de nos erreurs, de nos illusions, et réparer ce qu'il faut réparer, renforcer ce qu'il faut renforcer, et élever ce qui doit être élevé, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de foi. Bon, yalla, on laisse des places aux questions. Bezrat Hashem, je vois qu'il y a le chat ici. Regarde, on a eu des sirènes à Tel Aviv et autour. Oui. Vous ne parlez pas de l'Iran, la Russie et la Chine. Ont-ils joué un... Bien sûr qu'ils ont joué un rôle. Ils ont joué un rôle primordial. C'est l'axe, et là c'est une chose très importante, là effectivement c'est un monde qui se réoriente avec Israël dans l'épicentre, des forces de la vie et du bien représentées et incarnées par Israël, et les forces qui n'ont aucun problème avec des pratiques hitlériennes qui sont représentées par l'Iran, par la Russie et par la Chine. Aucun problème. La Russie revient à sa place traditionnelle vis-à-vis d'Israël et du peuple juif. L'Iran ne l'a jamais trop quitté. La Chine, elle est bon, un robot de raison d'État sans aucune considération, éthique. D'ailleurs, comme la Russie, comme la Russie de Poutine, qui a encore un autre Romanov, un autre Brejnev, etc., Khrushchev, Staline, etc. Enfin bon, peu importe. Et ouais, là, il faut comprendre que ce n'est pas seulement une guerre à ampleur régionale, une guerre pour la maison, ça c'est le Rav Cherki qui en parle beaucoup, le Rav Botch, comme c'est, une guerre véritablement à portée universelle, du bien contre le mal d'Israël, le peuple de la vie, contre le culte de la mort des islamo-nazis du Hamas, et pas seulement du Hamas, il ne faut pas se détromper. Ils ont beaucoup d'émules. Les Hamasnikim ont beaucoup d'émules. On le sait tous. On le sait, et pas seulement en Iran, à Hezbollah, mais aussi à Shrem, à Jenin, aussi à el-Fachem, etc., etc. Okay? Il faut le savoir, aussi dans l'université de Jérusalem, l'université de Tel Aviv, on doit remettre les pendules à l'heure, ne pas avoir peur d'être juif, ne pas avoir honte d'être juif, ne pas avoir peur de vaincre. Am hanetzach yodea lenatzeach. Lo mefached lenatzeach. On doit changer de slogan. Le peuple de l'éternité n'a plus peur de victoire. Rega, d'autres questions? Je suis inquiet d'entendre que l'on dépend encore des États-Unis pour nos munitions, ce qui signifie qu'ils peuvent nous lier les mains. Comment est-ce possible en 2003? Très bonne question. Effectivement, il faut savoir que beaucoup de gens ont été, comment dire, très, très touchés par le discours de Biden, qui était effectivement un très beau discours. Mais c'était un discours qui était en parallèle. Il faut savoir que 2 jours après les opérations, eh bien, Blinken
son juif de cour, secrétaire d'État, eh bien, il a publié quelque chose qui était une déclaration tout à fait onusienne, du moment qu'il faut éviter l'escalade. Il l'a effacé immédiatement, mais tout cela pour dire qu'au niveau intellectuel, il est totalement dans le culte de la symétrie entre, entre les bourreaux du Hamas et entre le peuple de la vie d'Israël. Il est complètement là-bas. Et s'ils sont pour une liquidation du Hamas, eh bien, ce n'est pas pour que Israël revienne ensuite à Gaza et y rétablisse le Gush Katif, les Sinaï, non, mamash là, c'est pour qu'on offre ça sur un plateau d'argent à Abu Mazen. Ces mêmes États-Unis qui refusent de reconnaître la responsabilité de l'Iran, parce que bien entendu, avec les Irans, ils ont d'autres plans qu'on peut appeler d'apaisement, etc., une politique d'apaisement. Donc, ils veulent complètement, comment dire, isoler ce fait à Gaza et ne pas, etc. Donc, effectivement, vous avez raison. C'est un problème et ça fait aussi partie des remises de pendule à l'heure vis-à-vis de nos alliés. La diplomatie, accord Abraham, négociations avec l'Arabie saoudite n'ont pas servi d'écran de fumée pour détourner les responsables de ce qui doit être la priorité, la sécurité d'Israël. Effectivement, je ne sais pas si ça a servi d'écran ou non, mais en tout cas, ça nous a complètement dispersés. C'était quelque chose qui, il faut savoir, du moment qu'on comprend ce que c'est l'islam, et pas seulement l'islam, ça joue entre tous les alliés, tous les pays. C'est-à-dire, un accord, c'est de l'encre sur du papier. On le respecte uniquement s'il y a suffisamment de divisions, de divisions d'armées pour le mettre en œuvre. Et qu'Israël ne peut être respecté que si Israël, en tant que puissance régionale, est respecté et, qu'il fait respecter et qu'il fait peur. Okay? Et effectivement, sans cela, ça n'a aucune valeur. Encore, je vous invite à écouter pour cela Dr Moti Keïda. Le combat incessant contre la judiciaire a-t-il joué un rôle dans ces événements terribles que vivre et après notre victoire, allons-nous retomber dans ces luttes fratricides, effectivement? On a oublié l'essentiel. On a oublié l'essentiel et on a pensé que la paix était là, et du moment que la paix est là, alors on peut, et la paix à long terme, elle est là, alors on peut se permettre des aventures, on peut même se permettre des aventures de division, et puis faire part de nos divisions partout sur tous les plateaux de télévision, etc., et de la part d'ex-premiers ministres. Et Je peux poser une question? On a perdu Eliezer, je crois. on n'entend plus rien. Il a dû faire tomber Internet. Eliezer, tu nous entends? Non, il est tombé. Eliezer, Il est Il tombé. vient de quitter. il y a Il est toujours tombé. son nom. Une seconde, il va rallumer son micro. Là, je ne sais pas pourquoi c'est tombé. Eliezer, Là, ça va? Vous entendez? Johan, oui, Oui. tu on entends? t'entend. On t'entend, Ah, on OK. t'entend. Est-ce que tu peux revenir, avant de donner la parole à Daniel, est-ce que tu peux revenir à la première question du chat, tout en haut, qui en fait nous dit que ceux aujourd'hui qui sont dans le cabinet restreint pour prendre les décisions sont en fait les généraux que tu as nommés précédemment, qui sont dans cette idéologie qui a mené à cette catastrophe en fait. Absolument. Et c'est encore une fois, c'est Ran Barat et c'est Moti Keïdar qui l'ont dit noir sur blanc en programme dans Mida et dans Arutz Tov,
qui ont dit que c'est pas pour rien que c'est aussi les Américains qui ont fait l'effort, qui ont fait pression sur Barak et sur Gantz et Eisenkot pour entrer, et pour que cela fasse pression sur Netanyahou et dans le gouvernement, que une fois Gaza libéré, une fois Hamas anéanti, que ce soit livré à, comment dire, Abu à Mazen. Abu Abu Mazen. Mazen. Abu Mazen. Maintenant, je veux dire, on ne peut pas se contenter de ces choses un peu alarmistes. Là, on voit que l'analyse, elle vaut ce qu'elle vaut. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris les rênes du pouvoir, des affaires. C'est-à-dire, il a pris les choses en main. Il a pris les choses en main. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un cabinet d'union nationale? Oui, non. Je ne pense pas que ce soit la chose décisive. Je pense que la chose décisive aujourd'hui, c'est de comprendre où est-ce qu'on s'est trompé et ce qu'il faut revoir. Et avant cela, même comprendre où puiser l'effort sur ça. Le peuple juif est un peuple formidable. Il a toutes les forces et toute la foi et tout l'amour et toute la vie essentiellement nécessaires pour surmonter ce qu'on est en train de traverser. Kipling ou Paul Valéry, je ne sais pas, l'un des deux a dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Eh bien, en Israël, c'est exactement l'inverse. La première chose qui reprend vie dans la guerre, dans notre guerre, eh bien, c'est la vérité, parce que pour moins que ça, tu ne vas pas au combat. Et ce qui nous a amené à cette guerre, c'est le mensonge. C'est l'illusion de vivre dans un La La Land, dans un Disney World déconnecté de tous les ennemis, de tous les islamo-nazis qui nous entourent. Et au contraire, c'est une vision de la réalité telle qu'elle est qui nous donne la force de l'affronter. C'est pour ça, je le dis franchement, j'ai demandé à mon Rav d'abord si ça valait la peine d'étaler toutes ces choses aujourd'hui. Toutes ces choses aujourd'hui, en général, dans différents groupes. Et le Rav Benisha a dit que c'était une chose qui s'imposait, c'était une chose très, très importante. Parce qu'on devait, c'est pas seulement qu'on doit être épris d'émotion au vu de la force, de l'enthousiasme, de l'entrain d'amour et de foi de notre peuple, mais il faut savoir ce qu'il faut réparer dans la tête, baroche, dans la conception, dans la vision des choses, dans notre identité, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit rattraper et ce qu'on doit renforcer, sur quoi on doit ouvrir les yeux. Et effectivement, bon, pour finir, ce peuple, vous savez, et encore une chose, la guerre de Kippour, elle s'est terminée, il y a eu les élections. Et dans les élections, eh bien, pour finir, presque rien n'a changé. Encore une fois, c'est Golda Meir qui a été réélue et elle a nommé Moshe Dayan comme son ministre de la Défense. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines après? Eh bien, c'est le mécontentement national qui a fait que tout a dû être chamboulé et ensuite, 3 ans après, c'est Menachem Begin qui est venu au pouvoir, etc., etc. Okay? C'est-à-dire, pour finir, on peut arranger des choses, mais la volonté nationale est surtout dans une période où tout est malléable, tout est flexible. Tout, si on doit changer, c'est maintenant qu'on doit changer, parce que c'est maintenant que c'est très flexible. Si on doit se renforcer, c'est maintenant qu'on doit se renforcer. Eh bien, le peuple, la nation, surtout quand elle est unie, elle n'a pas seulement son mot à dire, mais personne ne peut plus faire fi de ce que le peuple a à dire. Ni la Cour de justice, ni les procureurs, ni la nomenclature, l'administration, ni le gouvernement, ni qui que ce soit. Quand le peuple est uni, eh bien, il est écouté. Et c'est effectivement, aujourd'hui, on doit prendre les forces parce qu'après, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais on va retourner dans la routine. Là, je voudrais citer une personne qui est fantastique, qui est la mère qui est Racheli Frenkel, qui a dit qu'on a invité à parler il y a déjà quelques années,
C'est la mère d'un des trois jeunes juifs qui ont été kidnappés par les terroristes, qu'on a recherché pendant 18 jours. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. 18 jours pour finir, leurs corps ont été retrouvés, pas loin d'ici, Gush Etzion. Et on lui a demandé, mais écoutez, effectivement, Rachel, c'était un des moments les plus forts de notre vie, quand ces 18 jours, moment d'unité où tout le monde priait, tout le monde faisait de son mieux pour donner, rechercher vos enfants, etc., etc., etc. Mais regardez, ces 18 jours, ils sont passés, ils sont écoulés. Et puis, on s'est replongé dans notre bain de politique, d'économie, d'accusations mutuelles, etc., etc., etc. Rien n'a changé. Alors, sa réponse, elle était fantastique. Et vous savez ce qui est passé? Imaginez-vous que vous êtes maintenant dans l'obscurité. Vous allez sur un petit sentier. Vous ne savez pas trop où aller. Et puis, il pleut. Et puis, il y a des rochers. Et puis, il y a des orties. Et vous avez perdu la route, etc., etc., etc. Et vous entendez des chacals et des loups, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, un éclair traverse le ciel. Et tout est éclairé. Et vous voyez la route, vous voyez la ville, vous voyez tout. Vous voyez où est le danger, vous voyez où est la délivrance. Maintenant, cet éclair, il dure 3 secondes. Vous avez 3 secondes pour vous apprendre par cœur et vous remémorer de la carte et de la route et du sentier. Et ensuite, quand l'obscurité va retomber, comment est-ce que vous allez pouvoir poursuivre la route? Grâce à ces 3 secondes où tout était clair. Eh bien, des opérations comme celle-là, ce sont ces 3 secondes d'éclair. Peut-être au niveau quantité, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. Mais au niveau qualité, c'est ce qui nous permet ensuite de savoir qui on est et de ne pas nous perdre dans des illusions imaginaires quand on nous raconte non, vous êtes comme ci ou vous êtes comme ça. Non. Cette semaine déjà nous a appris, nous a rappelé qu'est-ce que c'est qu'être le peuple juif. Qu'est-ce que c'est Am Israël? Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que c'est Torah Israël? Qu'est-ce que c'est un peuple qui s'unit autour de sa destinée, autour de son identité? Et c'est de cela qu'on doit faire le plein pour, entre autres, endurer et surmonter les controverses effectivement qui vont surgir après la fin de la guerre. Encore un chat, regardez, un gars. Un gars. Bonsoir, il faut préciser au sujet du nombre de morts. Oui, il y a eu bien plus de morts dans les guerres précédentes, mais le Rabinovitch a expliqué qu'il n'y a jamais eu autant de civils assassinés en quelques jours. Mais bien sûr, non, je l'ai dit, c'est quelque chose de sans précédent. Même dans les guerres, dans la guerre, il y a en un jour, ici, sont morts la moitié des morts de toute la guerre de Kippour. 2 fois plus que pendant la guerre de 6 jours. Alma Anachnu Dabrim. Bien sûr, c'est pour ça que je dis c'est l'histoire juive la plus tragique qui a fait irruption dans l'histoire israélienne et qui en fait, on a compris qu'en fait c'est une histoire. Notre histoire ne commence pas en 1948 ni en 1897. Notre histoire commence il y a 3336 ans avec la sortie d'Égypte. C'est une seule histoire. Mais maintenant, l'histoire juive de la Galoute, elle reçoit déjà une réponse à l'israélienne. Parce qu'il y a 80 ans, on ne pouvait pas donner une réponse avec nos forces armées. Maintenant, on donne cette réponse. Et même si ça va faire mal, même si on est un lion blessé, on est un lion. On n'est pas une brebis. On est aujourd'hui un lion. Une brebis blessée se fait dévorer. Un lion blessé, il dévore ses ennemis. Les gars, ils vont refaire Tsukeitan 2. Et, ouais. Eliezer, il y a une question de Daniel. J'aimerais bien qu'on passe aux questions micro. Il nous reste 10 minutes. Daniel Benaïm. Oui, non.
je voulais proposer qu'on revienne, et c'est très important, je pense, on a oublié la Cour suprême. La Cour suprême en Israël nous a menés à cette catastrophe aussi. Pas seulement les généraux, pas seulement les dirigeants politiques, pas seulement la Cour suprême a coupé les pieds et les mains de tout le monde, de la Knesset, de l'armée. Encore, je me rappelle de l'affaire d'Azaria, ce soldat qui avait tué le Mechabel et qui a fait de la prison à cause de ça. C'est un cas qui était absolument horrible. Oui, je pense que oui, et ça, il faut savoir que les choses, ça va devenir, Bezrat Hashem, de plus en plus clair. Dès qu'on va dépolitiser l'histoire de la Cour suprême, tant que c'est politique, tant que c'est droite-gauche, on ne peut pas dire la chose que vous dites. Quand est-ce qu'on peut dire la chose que vous dites? Du moment que c'est le peuple d'Israël face à une perception qu'on essaie de nous imposer de l'état de tous ses citoyens. Du moment que c'est droite-gauche, que c'est religieux contre laïque, on ne va rien obtenir. Du moment que c'est État juif contre État de tous ses citoyens, avec avant tout tous ces citoyens, avant tous ces citoyens arabes, bien entendu, alors là, on a de quoi faire. Effectivement. Parce que effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que la source essentielle de la redéfinition de l'État d'Israël en tant qu'État de tous ses citoyens et pas qu'État juif avec toutes les comment dire, les fêtes postmodernes, etc., sa source principale, c'est le système judiciaire avec la haute cour à sa tête, effectivement. Et ça, il faut savoir, il ne faut pas, mais encore une fois, pour résoudre cela, on doit le présenter pas comme une position partisane, mais au nom du peuple juif dans son entièreté. Ken, Johan, je te laisse mener le débat. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions à D'abord, je l'oral? voudrais remercier Eliezer Chargorotsky parce que c'est très important pour tout notre public d'avoir des informations. D'abord, on a un problème parce qu'on est francophone, alors que tous les gens dont tu parles, BRICS, etc., je ne sais pas si les gens qui sont ici ont la capacité de les comprendre. Donc, c'est extrêmement important de faire passer cette information et aussi dans les moments difficiles où nous vivons, c'est important d'être calme, d'écouter ce qui se passe et aussi d'être ensemble. Je voulais demander à tout le monde d'ouvrir leur micro pour que vous voyez combien on est ensemble et aussi combien on est nombreux. Toda Rabba Eliezer. Est-ce que je peux poser une question ou c'est fini? Oui, une question courte, allez. Ok, moi je voudrais. Moi j'ai l'impression que le peuple s'est vraiment réveillé et a compris la vraie situation. Mais là, on a exactement le même cabinet qu'à Tsuketan. On a les Américains derrière. Et je suis pratiquement sûre que dès qu'on va commencer un petit peu à gagner la guerre, on va avoir des pressions épouvantables pour arrêter pour des raisons humanitaires. Et qu'on risque, comme a dit Eliezer, d'avoir finalement mis nos soldats en danger pour donner un État palestinien sur un plateau à Abou Mazen. Ma question, c'est est-ce que le peuple, à ce moment-là, va se réveiller? Le peuple, il s'est déjà réveillé. Je pense qu'il y a un acteur à laquelle même l'administration américaine, sur lequel son influence est très limitée. Et cet acteur, ce n'est pas le gouvernement, parce que lui, effectivement, et à sa place, nous, on aurait fait peut-être effectivement la même chose. Parce qu'on dépend de tout le monde, des Américains, etc., etc. Mais il y a un acteur devant lequel les Américains ils sont impuissants. C'est le Ham Israël. Quand les parents des centaines de filles et de garçons qui ont été kidnappés à Gaza vont ouvrir la bouche encore plus que ce qu'ils le font aujourd'hui, alors là, de dire que, mais comment vous arrêtez cette opération alors que notre fille, elle est là-bas? Alors que mon mari, elle est là-bas?
alors que mon enfant de 10 ans, il est là-bas. Aucun Blinken, aucun Biden, aucun je ne sais pas trop quoi ne pourra résister à cela. Et ni Gantz et Eisenkot, etc., etc. Donc, les puissances qui se réveillent aujourd'hui, comme à droite comme à gauche, dans toutes les tribus d'Israël, ce sont des puissances qui sont inouïes. Inouïes. Ils peuvent plier des chaînes, le monde entier. Le monde entier. Et ça, il faut le savoir. Il faut faire confiance à notre peuple et non, et essayer pas de dénigrer nos dirigeants, mais de leur donner puissance, de leur dire, regardez quel peuple vous avez, vous pouvez vous permettre bien plus que ce que vous faites. Cessez de bégayer, cessez de parler comme si on était dans une opération, je ne sais pas, moi, des Tsukeitan, une opération standard des forces de l'ordre. On est dans tout ordre de grandeur. On se réveille grâce à tous, on se réveille grâce à vous. Et là, il faut savoir que chacun a son rôle à tenir. Chacun, que ce soit dans le soutien, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la foi, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, de ses petits-enfants, leur apprendre de donner des bonnes réponses aux 5 questions du général Brick, etc., etc. Comprendre leur identité, c'est un combat avant tout identitaire, Ken. Moi, je voulais dire que les parents des soldats qui vont mourir, ils vont encore dire Bibi Rotseach. Et puis, il y avait dans le passé, il y avait l'histoire des Arbaïmaot et le balagan que la mère a fait zut, le nom. Ilan, non, celui qui a été Khatouf. Gilad Shalit. Gilad Shalit. Que Gilad Shalit a fait, ça a très bien marché, le balagan que les parents ont fait. Et le Hamas a appris qu'on donnait 1 pour 1000. Je pense effectivement qu'une des choses qu'on doit faire et dont on s'est rendu compte et dont on doit continuer à convaincre tous ceux qui ne sont pas encore, et sinon ils sont mis au banc. Beaucoup de personnes qui parlent, qui parleraient comme vous l'avez dit aujourd'hui, eh bien elles sont mises au banc. Mais on a compris quel était le véritable ennemi. Et je pense que l'écrasante majorité du peuple, eh bien, elle a suffisamment mature, suffisamment mûr pour dire vraiment, il faut faire la part des choses. Il y a l'ennemi islamo-nazi et puis on a nos querelles intérieures. Essayons de ne pas résoudre nos querelles, de faire l'essentiel de nos querelles et le secondaire de notre ennemi, de nos voisins nazis. Ne nous détrompons pas. Le Tzahal et les soldats, les 300 000 soldats qui sont mobilisés, c'est comme ça qu'ils parlent. Des millions de juifs qui sont mobilisés à droite, etc. C'est comme ça qu'ils parlent. Et c'est comme ça qu'on doit parler. Et ne pas regarder au-dessus de l'épaule, à droite et à gauche. Est-ce que chacun est avec nous? Il y aura des exceptions, il y aura des déboires, il y aura des déceptions, etc. Mais il faut avoir une perception très forte et très sûre de son bien fondé, de la bien fondée, c'est-à-dire tout a été fait pour nous aider à clarifier nos pensées et à comprendre que on est le peuple d'Israël après 50 ans comment dire, Alicha Leiboud, où il allait dans des horizons qui n'étaient absolument pas les nôtres, eh bien, les hâte retrouvent le bon chemin. Le peuple d'Israël retrouve le bon chemin, où qu'il soit, ici ou ailleurs, ou en France, États-Unis, Europe et compagnie. Toda Rabba, merci beaucoup Eliezer. J'espère qu'il y aura une
une suite. Il est 19h32 et on est déjà à le cours de Rav Shuraki qui va commencer. J'espère qu'on fera une suite parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui s'est passé, mais comment ça va se finir cette histoire et qu'est-ce que tu penses de la suite des événements? J'aimerais bien voir ton analyse, mais c'est pour une prochaine fois. Toda Rabba, Eliezer. Torot Tovot, Rizku ve'imtzu. Am Israël Chai.